Chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Je vais procéder à l'appel. Est-ce que la régie est montante? Oui. Vous pouvez mettre du son parce que j'ai l'impression que ça... Bien. Bienvenue à tous. Je vais d'abord, avant de commencer, procéder à l'appel. Sébastien Leclerc, présent. Denis Fraquet. Présent. Cindy Mangeant. Présente. Johnny Briard. Présent. Corinne Lecourt. Jean-René Desmond. Présent. Corinne Lejeune. Présent. Vincent Houton. Présent. Caroline Verhaeg. Présent. Paulette Duval. Présent. Monique Greffet. Henri Aujard. Nathalie Cotron. Présent. Laurent Delanoë. Thierry Eustache. Présent. Rémi Lebrasseur. Karine Lanier a donné pouvoir à Madame Mangeant. Frédéric Ménil. Présent. Sandrine Elie-Romain. Elle va nous rejoindre. Thibaut de Jéguer. Vicky Bagnier. Florian Lépine. Il va arriver aussi, il nous a dit à tout à l'heure quand on l'a quitté. Morgane Voisin. Antoine Havard. Hervé Selle. Maïwenn Léger. Sylvie Grandin. Clotilde Walter. Christophe Colomer. Émilien Jean. Angélique Havard. Valérie Burel. Bernard Aubry a donné pouvoir à Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Madame Périgny. Bien, le quorum étant atteint, je vous propose de commencer notre séance. Et conformément à l'article L21-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance et je vous propose Rémi Lebrasseur. Y a-t-il des oppositions ? Monsieur Lebrasseur est donc notre secrétaire de séance. Mes chers collègues, nous sommes ce soir réunis pour une séance de conseil municipal dans un contexte très particulier. Le 24 octobre dernier, un couvre-feu départemental était décrété en même temps qu'était décidée la fermeture des bars. 5 jours plus tard, un nouveau confinement était mis en place, restreignant les possibilités de circuler et entraînant la fermeture d'un certain nombre de commerces et d'établissements. Nous en avons tous conscience, alors que la première vague du Covid, en mars-avril dernier, était une vague ténue en Normandie, cette deuxième vague touche fortement notre territoire. Les Lexoviens atteints par le Covid sont nombreux. L'hôpital Robert-Bisson est très sollicité et j'adresse d'ailleurs, en notre nom à tous, un message fort de soutien et d'encouragement à nos soignants. La situation sanitaire est ou a été compliquée aussi dans plusieurs EHPAD de Lisieux ou autour de Lisieux, ainsi qu'à l'UME. La ville s'est montrée très réactive pour accompagner au mieux notre population. Nous avons fait le choix de maintenir ouverts la plupart des services municipaux. Seul le restaurant du FJT est fermé le midi, par parallélisme des fermetures des restaurants. Le CCAS a pris plusieurs initiatives dans son champ de compétences. Le fichier des personnes vulnérables avait été réactivé début octobre. Un service de portage de courses à domicile a été initié en mobilisant une partie des ASVP de la ville. Dans le domaine économique, nous avons été, dès l'annonce du reconfinement, à l'écoute et à l'initiative auprès des commerçants. Nous savons tous que les commerçants ont très mal vécu et vivent encore très mal les mesures de fermeture qui leur ont été imposées. Il faut reconnaître que la communication de l'État en la matière a été très maladroite. Cela a rajouté de la colère au désarroi que de parler de commerce non essentiel à un commerçant qui s'est endetté pour ouvrir sa boutique et qui y passe parfois 60 heures par semaine. En réaction, Vincent Houton, maire adjoint au commerce, a lancé plusieurs actions pour donner de la visibilité à nos commerçants qui ne peuvent plus vendre que sur commande ou sur livraison. Et nous avons décidé de reprendre au niveau de la ville la plateforme Lexoshopping qui avait été créée lors du premier confinement par Nathalie Porte et Thibaut de Jéguer. Nous réfléchissons actuellement à offrir de nouveaux services sur cette rue
commerçantes virtuelles et allons solliciter la Caisse des dépôts, Banque des territoires pour nous y accompagner. Nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur la façon dont va pouvoir se dérouler le mois de décembre. Un mois très important économiquement, mais aussi socialement par les temps habituels de rassemblements familiaux et amicaux. Pour le moment, nous n'avons pas encore pris de décision d'annulation pour les marchés de Noël, celui du centre-ville et celui de Hauteville, dont nous allons d'ailleurs débattre ce soir. Nous voulons que vivent Lisieux. Notre volonté est de pouvoir les organiser si les conditions sanitaires et réglementaires le permettent. Nous savons déjà que s'ils ont lieu, ces marchés se feront avec des règles très strictes, notamment de régulation de l'affluence. Nous déciderons de leur tenue suite aux annonces que fera le gouvernement fin novembre par rapport aux mesures applicables au mois de décembre. Et ceci en accompagnement, et je lui souhaite la bienvenue, du nouveau sous-préfet avec qui j'ai évoqué ce sujet, Guillaume Lericollet. Une certitude cependant, il y aura bien les fêtes de Noël fin décembre et à cette occasion, la ville s'illuminera à partir du samedi 28 novembre. Nous avons voulu, avec Johnny Briard, adjoint chargé de l'espace public, que ces illuminations 2020 soient encore plus belles que d'habitude, du fait du contexte, pour offrir aux enfants, mais aussi aux adultes, la possibilité de rêver un peu dans une ville illuminée. Il y aura donc quelques nouveautés, notamment au niveau des sapins, mais je n'en dirai pas plus ce soir, et en vérité, on me cache des choses, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Avant d'aborder l'ordre du jour, je souhaite revenir sur un événement important qui a eu lieu à Lisieux début octobre. Il s'agit de l'ouverture de la cité judiciaire. Après des années d'incertitude face aux réformes successives, justiciables du Pays d'Auge et professionnels de la justice disposent désormais, et je dirais aussi enfin, de locaux dignes d'un service public. Cette ouverture laisse par ailleurs plusieurs unités foncières vacantes en centre-ville, qu'il s'agisse du palais épiscopal ou du tribunal de commerce. Pour le palais épiscopal, plusieurs pistes sont en réflexion en lien avec l'agglomération. Et nous réfléchissons aux possibilités autour de l'ancien tribunal de commerce, dont la parcelle d'implantation est jointive du site de l'ex-garage Citroën, site dont nous aurons à reparler dans quelques mois. Ce soir, nous allons aborder plusieurs rapports. Je citerai d'abord celui de la charte de l'achat public qui sera présenté par Jean-René Desmonts. C'est un enjeu important car la ville est un acheteur important à l'échelle de notre territoire. Nous allons proposer quelques évolutions par rapport à ce qui se pratiquait antérieurement. Ce que nous souhaitons surtout, c'est donner envie aux entreprises locales de travailler avec nous. Cela nécessitera des efforts de notre part pour rendre nos consultations plus adaptées aux capacités de réponse du tissu économique local, mais aussi pour raccourcir les délais de paiement, car c'est en temps ordinaire un sujet important pour les entreprises. Autre rapport important ce soir, que je ne peux pas ne pas citer, celui de l'ouverture prochaine d'un centre de santé à Lisieux. C'est un dossier exemplaire porté avec talent par Cindy Mangeant et sur lequel les équipes du CCAS et son directeur se sont beaucoup investis. La ville a la compétence pour porter un centre de santé et l'expertise développée par le CCAS sur de nombreuses thématiques médico-sociales nous a poussé à bâtir ce centre de santé au sein du périmètre du CCAS. Ce centre sera composé, dans un premier temps, de 4 médecins généralistes, car ce sujet de l'accès aux soins devient une réelle préoccupation pour nos habitants. Nous le savons tous, le nombre de médecins généralistes libéraux diminue d'année en année sur Lisieux. Et en parallèle, il y a un certain nombre de médecins qui ne veulent plus exercer en libéral, mais qui sont prêts à devenir salariés. Ce centre ouvrira au printemps 2021 à l'espace Victor Hugo, à l'étage, qui a été très bien rénové en 2019, mais qui était vide depuis. Ensuite, nous ouvrirons des antennes à ce centre de santé sur Hauteville et dans le quartier nord. Ce projet de santé a suscité un débat au sein de la communauté d'agglomération. Des discussions ont à nouveau eu lieu début novembre entre les maires de l'agglomération et il a été décidé de suivre la proposition d'Angélique Périgny, vice-présidente en charge du social et membre de notre conseil municipal, de ne pas laisser l'agglomération créer un deuxième centre de santé à Lisieux, mais de concentrer les moyens de l'agglomération dans les communes rurales où de nombreux besoins existent. J'en ai terminé avec ce propos introductif. Nous nous réunirons encore une fois avant la fin de l'année, le 14 décembre, avant de clore une année 2020 qui aura été très particulière à bien des égards.
Avant de commencer, on va compléter le tableau des présents, puisque j'ai vu que M. Émilien Jean nous avait rejoint, Sandrine Élie Romain aussi. Et est-ce que Florian est arrivé? Florian Lépine, pas encore. Bon, on va tâcher de le retrouver. Voilà, je vais commencer avec l'ordre du jour. Je dois vous faire approuver le procès-verbal du 7 septembre dernier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Et je dois vous faire aussi approuver la séance du 28 septembre 2020. Des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Bien, j'ai le plaisir de vous présenter cette première délibération qui vise à installer une nouvelle conseillère municipale à la suite de la démission de Jean-Michel Madeleine. On vous rappelle dans la délibération que ce courrier a été reçu le 5 octobre, qu'il a été envoyé à Madame la sous-préfète par intérim, et que, conformément aux règles édictées à l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En conséquence, et compte tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 28 juin 2020, Madame Valérie Burel est donc appelée à remplacer Monsieur Jean-Michel Madeleine au sein du conseil municipal. Donc on vous propose un projet de délibération et nous prenons acte de la démission de Monsieur Madeleine, nous prenons acte de l'installation de Madame Valérie Burel en qualité de conseillère municipale de ce conseil municipal de Lisieux. Je vous souhaite, Madame Burel, à nouveau, puisqu'on a eu le plaisir d'en échanger, la re-bienvenue, la bien revenue dans ce conseil municipal de Lisieux. Eh bien, merci, Monsieur le maire, de votre accueil. Merci. Bonjour à tous les conseillers municipaux. Merci à mes colistiers et merci à Clotilde de sa confiance. Merci. Deuxième installation ce soir d'une conseillère municipale. Donc, il s'agit de nommer Madame Maïwen Léger, qui, suite à la démission de Madame Karine Six, présentée le 30 octobre dernier, reçue le 2 novembre en mairie, a indiqué aussi à Madame la sous-préfète vouloir démissionner et conformément à l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En conséquence, Madame Maïwen Léger est donc appelée à remplacer Madame Karen Six au sein du conseil municipal. Voilà, le tableau du conseil municipal et pour Madame Léger et pour Madame Burel sera mis à jour et Monsieur le préfet sera informé de cette modification. Nous devons prendre acte de la démission de Madame Six et nous prenons acte de l'installation de Madame Maïwen Léger en qualité de conseillère municipale. Chère Maïwen, je te souhaite la bienvenue au sein de ce conseil municipal. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour votre confiance et votre accueil. Merci Maïwen. Je crois que je dois vous installer maintenant et après on fera la modification des commissions. Je vais vous demander à toutes les deux de vous approcher.
Nous enchaînons maintenant avec la délibération 101. Donc, suite à la démission de M. Jean-Michel Madeleine, Mme Valérie Burelle a été appelée à le remplacer et il vous est proposé de désigner Mme Burelle, remplaçante de M. Madeleine, à la commission Attractivité, Commerce, Animation. Est-ce que vous avez des questions? Non. J'ai donc l'honneur de soumettre le projet de délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Délibération numéro 102. Modification de la commission Travaux, Environnement, Patrimoine. Désignation d'un membre. Donc, j'ai l'honneur de vous proposer Madame Maïwenn Léger en remplacement de Madame Karine Six dans cette commission Travaux, Environnement, Patrimoine. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je dois vous proposer dans la délibération numéro 103 la désignation d'un correspondant défense à la suite de la démission de Madame Karine Six. J'ai l'honneur de vous proposer la candidature de Madame Monique Greffet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je dois vous proposer un vote à bulletin secret si vous le souhaitez. Si c'est maintenant, si quelqu'un souhaite un vote à bulletin secret, c'est maintenant. Personne. Donc je vais vous demander de délibérer pour désigner notre correspondante défense. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je dois maintenant vous proposer, délibération numéro 104, désigner des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'école Jean Massé, Caroline Duchemin, qui doit être mise à jour suite à la démission de Madame Karine Six. Donc, ce que je vous propose, c'est que Madame Karine Lanier était titulaire à l'école Jean Massé et à l'école Caroline Duchemin. Donc, il n'y a maintenant qu'un seul conseil d'école. Donc, nous allons désigner un titulaire et une suppléante. Et je vous propose que le titulaire soit Madame Karine Lanier et le suppléant Monsieur Antoine Havard. On vous rappelle dans la délibération la date du 26 avril 2016, qui est la date de fusion de ces deux conseils d'école. Est-ce que je ne dois pas vous faire délibérer, mais est-ce que vous avez des questions? Non. Donc nous prenons acte de cette nomination. Désignation de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'école Bon Pasteur à la suite de la démission d'une conseillère municipale. C'est la délibération numéro 105. Les titulaires au sein du conseil d'école du Bon Pasteur, la titulaire est Madame Cindy Mangeant, la suppléante Madame Morgane Voisin. Je vous propose que Madame Maïwenn Léger remplace Morgane Voisin, qui nous a fait part de sa démission au sein du conseil d'école Bon Pasteur. Donc je vous le répète, titulaire Madame Mangeant, suppléante Madame Maïwenn Léger. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de délibérer, puisque la délibération, on me propose de délibérer. Est-ce qu'il y a des demandes de vote à bulletin secret? Non. Qui est contre la proposition que je vous ai faite? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Voilà pour l'avis de notre institution. Pour les premières délibérations, je vous propose, sans plus attendre, de passer la parole à Monsieur Jean-René Desmonts pour la délibération numéro 106. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous.
Alors, première délibération donc 2020-106, qui concerne l'adoption donc de la charte interne de l'achat public applicable aux services de la ville de Lisieux. Alors, je ne vais pas vous rappeler ici les grands principes de la commande publique, qui sont, mais vous l'avez dans les documents, qui sont l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande publique, la transparence des procédures et l'ensemble des autres principes qui sont posés par le Code de la commande publique. Mais l'idée donc de la ville de Lisieux, c'est d'adopter une charte interne, c'est-à-dire une règle de conduite pour la ville de Lisieux dans la passation de ces différents marchés publics, puisqu'elle est un acheteur public assez important. Et l'idée, c'est évidemment de se conformer aux règles qui sont prévues dans les textes communautaires et internes, et aussi de se fixer des règles de conduite internes sur les procédures à adopter selon les types de marchés, notamment les montants de marchés considérés. Le but qui est toujours poursuivi dans ce dispositif, c'est d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Alors, vous avez normalement dans les documents qui vous ont été remis les différents seuils de passation tels qu'ils sont prévus par le Code de la commande publique, qui reprend les textes européens, à savoir des seuils de publicité et de mise en concurrence jusqu'à 40 000 €. Ensuite, des seuils de ce qu'on appelle la procédure adaptée, c'est-à-dire une procédure simplifiée qui est prévue par les textes. Et ensuite, les procédures formalisées, c'est-à-dire les procédures qui sont prévues par la réglementation avec un formalisme assez particulier, que ce soit l'appel d'offres ouvert, restreint, le dialogue compétitif, les procédures négociées. Enfin, il y a d'autres dispositifs qui sont prévus dans les procédures formalisées. L'idée donc de la charte interne qui a été mise en place par la ville de Lisieux, c'est de poursuivre différents objectifs, à savoir une synthèse de la réglementation applicable, la définition des modalités de passation en procédure adaptée, l'arrêt d'une ligne de conduite commune à l'ensemble des services pour tous les types d'achats, pour éviter d'avoir des divergences entre les services, et fixer un seuil des procédures formalisées pour les marchés de travaux à la ville de Lisieux. Il est donc proposé dans cette charte, pour les achats inférieurs à 40 000 € hors taxes, c'est une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc, en principe, ça c'est ce qui est prévu par les textes. Bien entendu, même s'il n'y a aucune obligation en termes de publicité et de mise en concurrence, la ville veut assurer, même pour ces marchés inférieurs à 40 000 €, une mise en concurrence en demandant si possible 3 devis, comme c'était la règle par le passé dans l'ancien Code des marchés publics, c'est-à-dire organiser une mise en concurrence pour ces marchés inférieurs à 40 000 €, même si effectivement on n'a pas d'obligation légale. L'idée, c'est de permettre au maximum d'entreprises de pouvoir soumissionner à l'attribution des marchés. Une précision étant faite, la ville lancera prochainement une plateforme en ligne pour justement favoriser la soumission des différentes entreprises pour l'attribution de ces marchés inférieurs à 40 000 €. Autre seuil ensuite qui s'applique, entre 40 000 et 90 000 €, où là on est soumis à une publicité, mais on peut passer en procédure adaptée. Et ensuite, second seuil de 90 000 à 214 000 € pour les fournitures et 2 millions d'euros pour les travaux. L'idée ici, il y a une modification par rapport à ce qui était prévu précédemment, c'est-à-dire que quand on est au-delà de 90 000 € jusqu'à 214 000 €, on peut passer en procédure adaptée et jusqu'à 2 millions d'euros pour les travaux. Par le passé, c'était en procédure adaptée jusqu'à 214 000 € et 500 000 € pour les travaux. Le choix de la municipalité de passer de 500 000 à 2 millions d'euros, c'est une demande des services, et notamment un retour d'expérience qu'on a eu, notamment des différents maîtres d'œuvre qui interviennent pour la ville, qui ont demandé que le seuil soit relevé. Parce que le fait de mettre un seuil à 500 000 €, ça nous a imposé systématiquement, pour de nombreux marchés, d'avoir recours à des procédures formalisées qui sont beaucoup plus lourdes en termes de gestion, qui sont moins souples dans notamment la négociation avec les entreprises, d'où l'idée de pouvoir augmenter ce seuil à 2 millions d'euros. Ça, c'est une première modification qui est apportée. Je tiens à préciser d'ores et déjà que le Code de la commande publique prévoit que, en matière de procédure adaptée, on peut aller jusqu'à 214 000 € en matière de fourniture et de services, ce qui est le plafond qui a été choisi, ce qui était déjà précédemment, et on peut aller jusqu'à 5 350 000 € en matière de travaux. La ville n'a pas décidé d'aller jusqu'au maximum de 5 350 000 €, mais de réduire uniquement au seuil de 2 millions pour le choix de la procédure adaptée en dessous de 2 millions et procédure formalisée au-delà. Voilà les choix qui ont été faits. On a eu une discussion très intéressante lors de la commission finances, ressources humaines, sécurité, urbanisme, au sujet justement de l'élaboration de cette charte. Et on l'a amendée, on a eu des échanges, je remercie d'ailleurs Christophe Colomer et Clotilde Velter. On a amendé en partie la charte interne
pour ajouter notamment une référence au guide de bonne pratique de la Fédération française du bâtiment, que vous avez normalement dans les documents qui sont joints. On va faire référence dans la charte interne à ce guide de bonne pratique de la Fédération française du bâtiment, qui présente plusieurs avantages, notamment une vigilance particulière lors de la chasse sur la sous-traitance, et notamment la sous-traitance de second rang, où il y a parfois effectivement des dérives de la part des entreprises. Un contrôle également du travail détaché, pour être sûr que les normes sociales sont bien respectées, ça c'est important. Et donc on y fera attention dans la passation des marchés. Et aussi, alors ça c'est pas forcément dans la charte, mais c'est un point qui est important pour nous, c'est une attention toute particulière au délai de paiement, puisqu'on sait que malheureusement il y a parfois des délais assez longs et que ça peut poser des difficultés pour des entreprises qui sont co-contractantes de la ville de Lisieux ou d'autres collectivités. Donc une attention tout particulière à payer dans les temps les différents prestataires de la ville. Voilà les principales observations que je vais faire sur cette charte des achats publics de la ville de Lisieux, sachant qu'elle reprend pour une large part ce qui était déjà dans la précédente mandature. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Madame Walter. Appuyez sur le... Mieux, voilà. mais oui, c'est mieux là, mais l'autre, il s'allume. Très bien, merci. Moi, j'ai une réserve, je l'avais dit en commission, je ne suis pas forcément très convaincue, concernant le relèvement du seuil de 500 000 € à 2 millions pour les marchés de travaux. Parce que 2 millions d'euros, c'est quand même un montant très important. 500 000, je comprends que c'était une limite que l'on pouvait atteindre plusieurs fois dans l'année sur plusieurs marchés. 2 millions d'euros, ça me paraît beaucoup, même si effectivement le maximum autorisé c'est de 5,3 millions. Je pense que quelque part, c'est à la fois de toute façon une protection pour le conseil municipal et pour le maire, d'avoir des règles strictes, et le fait d'élever considérablement le seuil va conduire à avoir des marchés très importants qui vont être traités de façon qui n'est pas la plus souple, je veux bien le reconnaître, mais qui pourrait être plus stricte. Et la question que je me posais, c'était de savoir combien de marchés ça représente. Parce qu'encore une fois, quand on compare le budget de la ville de Lisieux avec 2 millions, on n'en a pas 36 dans l'année. Et moi, je pense que quelque part, en franchissant un seuil à ce point-là, on le multiplie par 4, parce que quand on passe de 500 000 à 2 millions, on multiplie par 4. Je pense qu'on pourrait trancher à un niveau plus faible. Je ne sais pas très bien lequel, c'est en fonction du nombre de marchés qu'il y a et de quel montant ils sont. Mais je trouve que quand même, c'est un peu excessif, me semble-t-il. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Jean-René, avec le micro. Alors, le choix d'avoir recours à cette procédure adaptée, alors, je tiens quand même à préciser que la procédure adaptée, c'est prévu par le Code de la commande publique, que c'est une procédure qui est quand même avec un certain formalisme. Donc, il n'y a pas de... C'est pas une procédure sans aucune formalité. Le choix de 2 millions d'euros, c'est vraiment une demande des services et notamment aussi des maîtres d'œuvre, puisque quand on est sur des marchés de travaux, c'est les maîtres d'œuvre qui établissent notamment ensuite les pièces des différents marchés qui sont passés pour les entreprises qui vont réaliser les travaux. Ils nous ont dit qu'effectivement, c'était une particularité sur Lisieux d'avoir un seuil aussi bas, ce qui pour eux leur posait des problèmes lors de la passation des marchés, puisqu'ils avaient une contrainte liée au recours aux procédures formalisées qui sont beaucoup plus contraignantes et surtout qui desservent la ville. Et j'en veux pour preuve un exemple qu'on a eu récemment, où la ville s'est passée en CAO il y a quelques mois, qui concernait notamment l'espace jeunesse qui devait être construit sur le stade Billman, où donc, la ville, le marché global donc, dépassait le seuil de 500 000, puisqu'on était à 600...
670. Alors c'est le global, il faut toujours compter que la procédure de passation est passée globalement, c'est-à-dire qu'on additionne tous les marchés de travaux de tous les lots des entreprises. Donc on dépassait le seuil donc, de 500 000 euros et on s'est retrouvé sur certains marchés où, par exemple, une entreprise avait oublié de produire une pièce ou avait oublié de remplir, notamment dans le bordereau de prix, éventuellement une mention. On a été obligé d'écarter l'offre comme étant irrégulière. Alors, et donc, pas pouvoir négocier avec l'entreprise, alors même qu'en posture adaptée, on aurait pu lui dire on a constaté que vous avez oublié une pièce, est-ce que vous pouvez compléter votre offre? Ce qui nous a conduit à écarter notamment une offre qui était la mieux disante, à la fois au niveau prix et au niveau qualité. Elle avait tous les éléments, mais ils avaient oublié un élément, donc on a écarté l'offre et au final, on s'est retrouvé à être contrainte. On ne l'a pas fait parce que pour d'autres raisons, le marché n'a pas été attribué, mais on aurait été contraint en tout cas de prendre une entreprise qui était plus chère et moins bien sur le critère technique. Donc là, on voyait clairement les limites d'avoir recours à cette procédure formalisée. Enfin, l'excès de formalisme n'a pas d'intérêt en soi et est plutôt pénalisant pour la ville. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur le nombre de marchés, j'ai plus le nombre, je crois que c'est 12 marchés, c'est ça? Ils sont à plus de 2 millions, plus de 500 000 12 marchés qui ont été passés, voilà, à plus de 500 000. Sachant que je tiens à préciser quand même que tous les marchés qui sont passés par la ville, évidemment, font l'objet d'une information au conseil municipal. Et évidemment, toutes les pièces sont différemment communicables aux membres du conseil municipal, donc il n'y a pas de question sur la régularité de la procédure de passation. Voilà. Et je tiens quand même à rappeler qu'on aurait pu fixer le curseur à 5 350 000. On a décidé quand même que pour les marchés qui étaient supérieurs à 2 millions, ce qui, sur la précédente mandature, correspondait notamment au marché de l'aménagement de la rue Victor Hugo. Dans ce cas-là, effectivement, ça pouvait faire l'objet d'une procédure formalisée. Voilà. Merci Jean-René. On assouplit quelques règles, notamment ces règles vont nous permettre de négocier avec les entreprises aussi. On ouvre à la négociation, sinon, comme l'a dit Jean-René, on est dans des procédures figées qui sont extrêmement contraignantes et qui ont fini par nous obliger à ne pas attribuer le marché de l'espace jeune. En tout cas, sur les gros projets structurants, parce qu'on arrive très vite dans des gros projets structurants, Jean-René Desmonts a évoqué l'avenue Victor Hugo, il y aura les espaces de liaison et la place de la République. Là, on sera évidemment au-dessus des millions d'euros et on sera dans le même formalisme. Et puis, on aura aussi des gros chantiers qui démarreront dans les années à venir sur le quartier de Hauteville. Et donc là, on sera aussi dans des procédures qui resteront très, très strictes ou très figées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux me permettre juste un complément. Ça permet aussi, notamment lorsque le marché est passé, si une entreprise propose des variantes ou des modifications du marché, de pouvoir négocier avec les autres parties qui ont candidaté, justement, pour pouvoir prendre en compte cette évolution qui peut se révéler comme bénéfique lors de la procédure de passation. Alors qu'en appel d'offres, on est vraiment figé lorsque l'on lance la procédure. Voilà. Walter. Oui, merci. Vous n'avez pas idée de la quantité, du nombre plutôt, de marchés qui se situent entre 1 et 2 millions? Parce que quand même, je comprends qu'à 600 000, à 700 000, vous disiez c'est bas. Bon. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi 1 million ou 1,5 million ou 1 million de... On a eu 11 ou 12 marchés l'année dernière. La ville a eu 11 ou 12 marchés l'année dernière entre 1 et 2 millions d'euros. Non, j'ai demandé au DGS. Entre 500 000 et 2 millions, on en a 11 à 12, et ils sont tous au-delà d'1 million. C'est pour ça que j'adapte la fourchette, mais ils sont tous au-dessus d'1 million. Parce que quand j'ai posé la question au DGS, au-delà de 500 000, il m'a dit 12, et je lui ai dit au-delà d'1 million, il m'a donné le même chiffre. Donc c'est pour ça que j'ai adapté ma fourchette à ma réponse. Voilà, ce sont les mêmes. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander d'approuver cette délibération, d'adopter la charte interne de l'achat public qui est applicable aux services de la ville. On dit bien que le seuil interne d'achat en procédure adaptée en travaux, seuil 2, est porté à 2 millions d'euros hors taxe contre 500 000 précédemment. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Avant de passer au dossier
concernant le NPNRU, je vais demander à Nathalie Cautron de nous présenter le compte-rendu de la concertation qui a eu lieu en septembre dans ce quartier d'Hauteville. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du NPNRU et suite à la mise en place d'une nouvelle majorité municipale, la ville de Lisieux a décidé de lancer une nouvelle phase de concertation avec les habitants. Donc, nous avons eu 4 temps d'échange sur Hauteville qui ont rassemblé entre 150 et 200 personnes. Une cinquantaine sur le centre commercial numéro 1, 25 personnes sur Jules Verne, la Pendule, 80 personnes, et le centre commercial numéro 2, 10 personnes. Nous est revenu 154 remarques avec des sujets récurrents. Les problèmes d'incivilité, la mauvaise appropriation de l'espace public, les incivilités routières, la délinquance et notamment au centre commercial numéro 1, les trafics. Des inquiétudes autour de la présence aussi commerciale avec une baisse d'activité perceptible, notamment sur les 2 centres commerciaux. Des questions sur les raisons liées au non-commencement des travaux, alors que la plupart des habitants nous ont dit alors qu'on parle du projet depuis très longtemps. L'état des voiries aussi et des trottoirs. Au niveau du projet urbain, les plus grandes incompréhensions venaient sur l'avenue du Maréchal Lyautey et sur la démolition prévue de 35 logements sur les 67 que constitue l'immeuble. L'immeuble avec des logements qui sont très agréables et qui sont équipés d'ascenseurs. Donc les habitants ne comprennent pas qu'on puisse en détruire une partie. Sur la rue Eugène Budin aussi, les immeubles ayant été réhabilités récemment. Une incompréhension sur le choix de la démolition. Seules 2 personnes se sont exprimées pour maintenir les 2 tours. Les autres habitants qui ont fait référence aux tours souhaitent leur disparition. Nous avons eu de nombreuses remarques sur les relogements. Pour les locataires de la SAGIM, il y a vraiment un sentiment d'abandon puisque le processus d'accompagnement pour les relogements n'a pas commencé, notamment pour les locataires de la rue Tonton, avec la présence de situations un peu plus fragiles. On assiste aussi à un décalage par rapport aux locataires des 2 autres bailleurs sociaux. Concernés par le relogement depuis 18 mois, il existe également des inquiétudes quant à l'offre en logement pour être relogés, une fois que les locataires d'Ignoléa et de Partélios seront réalisés. Des inquiétudes aussi sur la mobilité et sur les déplacements cyclables et piétons. Mise en avant d'une difficulté pour rejoindre le centre-ville, l'hôpital pour les personnes y travaillant et la ZAC de l'Espérance, ainsi que les difficultés des personnes âgées, des personnes en fauteuil, en poussette, liées à l'état des trottoirs et des chemins. Un certain nombre nous ont fait part de leur inquiétude sur la relocalisation et la gestion du stationnement, la relocalisation du boulodrome et la gestion du stationnement inhérent. On a senti une attente de l'aménagement d'équipements de loisirs et sportifs supplémentaires, des bancs, des jeux pour enfants, des parcours sportifs. Par contre, l'arboretum et l'écoquartier sont vus comme des éléments leviers pour le changement d'image du quartier. Il y a une forte inquiétude sur le vieillissement et le bien vieillir sur le quartier. Pardon, je suis un peu émue. Nous avons eu aussi des remarques sur la gestion quotidienne au niveau des espaces verts, la présence de stationnement anarchique sur certains endroits, notamment sur le centre commercial numéro 2 et le CAC. Nathalie, pour ce compte-rendu. Évidemment, on va l'ouvrir à discussion si vous le souhaitez. Le prochain point, vous pouvez revenir en arrière, Florian. Le prochain point, c'est un point qui est d'actualité puisque nous sommes dans l'attente de la signature de la convention NPNRU qui se fera de manière dématérialisée et qui doit être en train de se faire puisque depuis quelques heures, nous attendons le mail de signature de la part des services de l'État pour pouvoir signer cette convention NPNRU.
Ensuite, nous travaillerons avec les partenaires à la discussion d'un avenant éventuel avec les partenaires et avec Monsieur le Préfet. Voilà pour cette présentation. Il y avait une réelle attente des habitants de venir à la rencontre des élus. Et ça a été plutôt, comme Nathalie vous l'a dit, plutôt vécu comme une soupape qui a permis à ces habitants un grand moment de respiration. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non? Eh bien, Monsieur Mercier. Merci. Oui, j'ai assisté à une partie de ces réunions, à 2 sur 4. Donc, je témoigne que les attentes des habitants sont globalement les mêmes. Ils attendent depuis longtemps, effectivement, que le quartier soit rénové, que les problèmes de poubelles, d'incivilité et de stationnement soient traités, pas forcément résolus totalement, parce que les miracles, c'est pas facile, mais en tout cas que les situations soient améliorées. Donc bravo pour la signature de la convention dans l'état où elle a été préparée. Merci. Je ne suis pas habitué. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Alors je vais continuer avec l'ordre du jour et on va passer à la délibération numéro 107. Attribution du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du NPNRU sur Hauteville. Jean-René. Oui, pardon. Oui, donc je disais, c'est justement dans le cadre donc, de la mise en œuvre du NPNRU sur Hauteville, donc qui va devenir effectif, puisqu'on a déjà, pour information, même si ça n'a pas encore été évoqué, on a les premiers permis de démolir qui ont été déposés, donc on va avoir les premières démolitions qui vont arriver d'ici peu, donc les habitants vont voir le quartier progressivement se métamorphoser. On a aussi des demandes de permis de construire pour des réhabilitations, donc c'est vraiment en cours, ça va démarrer vraiment à compter donc début 2021. Alors, dans le cadre justement donc, de ce NPNRU, la ville a passé deux marchés qui sont deux délibérations liées, la 2020-107 et la 2020-108, qui concernent la désignation pour la première donc, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du NPNRU. L'idée, c'est un accompagnement du chef de projet tout au long de la mise en œuvre du NPNRU, qui puisse être intervenu par ce AMO qui va être désigné. Donc, il y a eu une procédure d'appel d'offres restreint qui a été passée. Le montant du marché est estimé à 208 000 € hors taxe. Je tiens à préciser que sur les montants des deux marchés, l'État prend à sa charge, dans le cadre de l'ANRU, 50%, donc 50% qui reste à la charge de la ville, 50% à la charge de l'ANRU. Donc le marché a été donc appel d'offres restreint. 5 candidats ont présenté une offre. Et au final, il a été décidé de retenir le cabinet Géraud Conseil pour un montant de 83 600 € hors taxe, qui correspond notamment à une tranche ferme et 2 tranches optionnelles. Et une tranche optionnelle numéro 3 également qui est prévue, si nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur ce marché ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vais vous demander de voter. Qui est contre l'attribution de ce marché ? Qui s'abstient ? Adopté à une abstention. Autre marché, donc c'est en lien avec le précédent. Cette fois-ci, c'est la désignation d'un urbaniste en chef. Donc l'idée de la mission d'urbaniste en chef qui a été confiée, c'est lui assurer une mission donc, de suivi et de mise en œuvre du projet. Il devra veiller notamment à la qualité du projet de renouvellement urbain et en garantir la cohérence avec le schéma directeur et le cahier des préconisations, le tout dans l'esprit de l'architecte Duval qui est à l'origine du quartier d'Hauteville. Là encore, on a eu un appel d'offres restreint. 3 candidats ont été admis à présenter une offre. Le montant du marché est estimé à 250 000 € hors taxe, toujours une prise en charge à 50% par l'ANRU, avec un marché, comme je l'ai dit, alors là, il y a une tranche ferme et 2 tranches optionnelles.
Et le marché a été on propose d'attribuer le marché à la société Atelier Ruelle Architecture pour un montant de 160 935 € hors taxe. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour l'autre marché, mais les 2 offres qui ont été retenues étaient systématiquement les meilleures sur les critères prix et les critères techniques. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mercier. Merci, monsieur le maire. Juste en complément pour cette mission d'urbaniste, c'est bien lui qui sera chargé de réaliser la mise en scène et la réhabilitation, enfin en tout cas de prévoir le dossier pour la réhabilitation des bas-reliefs de Claude Ruher. Oui, c'est lui qui sera en charge de ce point-là, normalement. En lien avec l'ABF, puisque l'ABF sera consulté on a déjà évoqué plusieurs fois ce point avec l'architecte bâtiment de France sur justement la préconisation, la restauration des bas-reliefs et les différentes préconisations qu'il pourrait émettre. Donc ce point-là a été vu effectivement, et ça sera l'urbaniste en chef qui sera en charge de gérer cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Avant de donner la parole à Madame Lecourt, juste vous dire que nous avons souhaité qu'on accélère un petit peu sur la signature et de cette convention, vous l'avez bien vu, mais aussi que les travaux commencent dans la foulée très très vite et les premiers permis de démolir ont été déposés, devraient être attribués dès janvier 2021, en tout cas au tout début de l'année 2021, et que la société d'HLM Partelios programme une rénovation d'un de ces immeubles aussi en tout début d'année prochaine. Voilà, délibération numéro 109, Madame Lecourt. Bonsoir. Le marché d'exploitation des installations, je vais quand même la relire, c'est la 109, avenant numéro 3 au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux signé avec Dalkia. Le marché d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude, sanitaire et de ventilation a été conclu entre la ville de Lisieux et la société Dalkia le 15 octobre 2014 pour une durée de 8 ans. L'avenant numéro 1 avait pour objet neutralisation de l'intéressement sur la salle multi-activités, prise en compte du fonctionnement au gaz du centre technique municipal, la première année du contrat, soit jusqu'en 14/09/2015. Prise en compte de la formule de révision de la fourniture de bois à partir du 15/10/2015. Recadrage de la cible de consommation pour le gymnase Bernard Fauqueux. Recadrage de la cible de consommation pour le site Mosaïque. Recadrage de la cible de consommation pour le site l'école Jean Massé. Recadrage de la cible de consommation pour le site de l'école Carole Duchemin. L'avenant numéro 2 avait pour objet mise au point sur le montant des prestations P2, P3 sur les sites Jardin public, Serre hollandaise et Jardin public, logement Serre adossé. Suppression des prestations P2, P3 sur jardin public, serre adossée, mise au point concernant la revente d'énergie sur la serre hollandaise, mise au point du marché concernant les sites CTM, ateliers et 3 logements et serre et ateliers voirie. Intégration des travaux de mise en place d'un réseau secondaire supplémentaire sur l'école Marie Curie. Suppression des prestations P2 et P3 sur le logement école Marie Curie. Suppression partielle des prestations P2, P3 sur l'école Cité Jardin. Suppression des prestations du logement Neil Armstrong, pavillon site 38. Intégration des travaux de mise en place d'une chaudière murale pour la salle Oasis sur l'école Paul Doumer. Précision sur la date du rendu du rapport annuel. Le présent projet d'avenant numéro 3 a pour objet modification des cibles de chauffage, régularisation des bâtiments dont Dalkia assure la maintenance avec l'ajout d'un bâtiment, Maison 3 à Légion-Fontaine, c'est le pôle danse musique et arts plastiques, et la suppression de 3 bâtiments, école Cité Jardin, école Paul Doumer, salle Oasis, puisque la ville de Lisieux vient de s'en dessaisir pour la Ligue du football. Acceptation que le montant des travaux réalisés dans les bâtiments supprimés soit reporté sur un autre site, ce sera l'hôtel de ville. Merci Madame Lecourt. Vous avez bien compris que les 2 premiers avenants n'étaient pas modifiés. On modifie simplement le 3e. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mercier. Un commentaire plus qu'une question. Merci. Je suis toujours étonné que le bâtiment au 3 les Jean de la Fontaine soit intégré alors qu'il va être démoli et que le 5 Jean de la Fontaine ne soit pas prévu alors qu'il va être démoli aussi.
Le 5, vous l'avez peut-être vu dans les délibérations, alors c'est peut-être une partie de la réponse à votre question. Le 5 va être acquis dans une des délibérations suivantes. Donc on verra si on a à l'ajouter à cet avenant. De toute façon, si on doit abattre le 3 à les gens de La Fontaine en suivant, on le retirera de l'avenant numéro 3 s'il n'y a plus d'entretien et de suivi à en faire, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je vais vous demander de m'autoriser à modifier cet avenant numéro 3 au marché des installations thermiques entre la ville de Lisieux et la société Dalkia et m'autoriser ou l'adjoint en charge de cette délégation a signé le présent avenant, ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je laisse la parole maintenant à Monsieur Denis Fraquet pour la délibération 110. Révision des tarifs des services publics de la ville de Lisieux. Denis. Oui, il s'agit donc de la révision des tarifs. Comme vous le savez, la ville de Lisieux révise ses tarifs en 2 périodes. La période actuelle, c'est pour les tarifs qui sont applicables annuellement. Et en juin, nous revoyons tous les tarifs qui sont, je dirais, par année scolaire. Donc il y a année civile et année scolaire. Donc là, ce soir, il s'agit de l'année civile. Donc nous avons à revoir les tarifs des pompes funèbres municipales, du cimetière, de la location de matériel pour la logistique, fêtes et cérémonies, de la location de salles municipales et de spectacles, des services techniques pour les mises à disposition, les prestations et les occupations temporaires du domaine public, des droits de place, des terrasses et étalages, et des redevances d'occupation du domaine public, routier et gaz. Donc la présente délibération, la révision des tarifs se fera pratiquement pour tous au 1er janvier 2021, sauf pour l'annexe 6, c'est-à-dire les droits de place, qui sera à partir du 1er décembre 2020, et ceci pour, entre autres, le marché de Noël de Hauteville, où il n'y avait pas vraiment de tarifs. C'est pour cette raison que, uniquement pour ces tarifs, le nouveau tarif s'appliquera au 1er décembre. En règle générale, l'augmentation est de l'ordre des indices, sauf pour les pompes funèbres, où nous sommes un peu supérieurs à l'indice des prix, puisque nous sommes passés à 2%. L'année dernière, l'augmentation avait été de 3%. S'il y a des questions, puisque je ne vais pas forcément vous lire tous les tarifs. Oui. Ça veut bien marcher, oui, c'est bon. Oui, monsieur le maire, dans votre préambule, vous parliez des problèmes, des difficultés qu'avaient les commerçants, et tout le monde en est bien conscient. Aussi, moi, je voulais vous faire une contre-proposition parce que, comme c'est des propositions annuelles et que là, effectivement, tout le monde est en difficulté, notamment les commerçants lexoviens, je voulais vous proposer que dans l'annexe 7, et ça ne coûterait pas très cher à la ville de Lisieux, alors j'ai vu certains d'entre vous qui avaient été à la manifestation pour aider les commerçants, maintenant il faut passer aux actes, donc je pense qu'il faudrait maintenant, sur l'annexe 7, ne pas augmenter, puisque c'est très peu, hein, c'est 10 centimes, 20 centimes, ce serait peu pour la ville de Lisieux et je pense que ça rendrait service aux commerçants. Voilà, c'est juste une contre-proposition que je voulais vous faire. Je vous remercie de votre aimable contre-proposition. Denis, une réponse? Oui, une réponse. Il faut savoir, et vous le verrez dans le prochain conseil municipal, on vous proposera de prolonger, entre autres pour les terrasses, une réduction du tarif de 90%. Donc le principe, c'est que si on n'augmente pas cette année, on ne récupérera jamais l'augmentation. Mais par contre, s'il y a besoin, comme on l'a déjà fait, on fera une remise. C'était le cas où on a fait 90% déjà, et on le refera. Vous verrez au prochain conseil municipal, c'est prévu, que les tarifs des terrasses seront minorés de 90% pour les 3 premiers mois de l'année. Donc je pense qu'on aide de cette façon-là les commerçants. Mais par contre, il faut aussi penser à l'avenir et aux finances de la ville. Nous soutenons nos commerçants, et notamment ceux qui sont concernés par l'annexe 7, et nous prolongerons aussi longtemps qu'il le faudra l'exonération que nous avons déjà votée. Madame Grandin, on ne les oublie pas et on se déplace bien évidemment
comme on le peut pour les soutenir, et on les soutient au quotidien. Peut-être que si vous le souhaitez, on pourra rappeler toutes les mesures que nous prenons en ce moment pour soutenir nos commerçants. Je dois vous demander, Monsieur Mercier. Cette petite discussion sur les commerçants me rappelle un souvenir. Nous avions voté au printemps une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour chacune des associations de commerçants de la ville. Je voudrais savoir si cette subvention a été versée. Merci. Oui, cette subvention a été versée. C'était de votre temps, je crois, Monsieur Mercier. On l'a versée après. C'est nous qui l'avons versée, mais c'était vous qui l'avez votée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors je vais vous demander de voter sur ces tarifs municipaux. Qui est contre? Madame Grandin. Qui s'abstient? Monsieur Mercier, Monsieur Aubry, Madame Perrini. Point suivant, Jean-René Desmonts, s'il vous plaît, délibération numéro 111. Alors, délibération 2020-111, ça concerne les avenants aux conventions triennales, l'utilisation de l'abattement de 30% sur la TFPB, des logements en usage locatif des bailleurs sociaux sur le périmètre du quartier prioritaire pour les années 2021-2022. Alors, en réalité, donc, à Lisieux, il faut savoir que le quartier d'Hauteville a été donc, délimité comme quartier prioritaire de la politique de la ville. Et à ce titre, les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 30%, comme c'est prévu par les dispositions du Code général des impôts. Cet abattement s'est appliqué aux impositions des années 2016 à 2020. L'idée de cet abattement, c'est qu'on fait une réduction donc, de la taxe foncière qui est due par les bailleurs sociaux, les 3 bailleurs sociaux qui interviennent sur Lisieux, à savoir Partelios, Inolia et la SAGIM. Et en contrepartie, ils s'engagent à organiser des actions, mettre en œuvre un plan d'action pour un montant équivalent à l'abattement qui était prévu. Donc là, on vous propose de renouveler par un avenant ces conventions triennales avec des obligations de leur part, sachant que les obligations qui sont prévues donc, dans cet avenant sont identiques pratiquement à ce qui était prévu précédemment. Donc vous avez normalement en pièce jointe à la délibération les différents tableaux qui sont en annexe par bailleur, où vous avez dedans les actions qui s'engagent à mener sur la période 2021-2022 en contrepartie de l'abattement de taxes foncières. Pour votre information, l'abattement de la taxe foncière s'élève donc à 388 355 € par an, 217 442 pour la ville de Lisieux, 165 935 pour le département et 4 978 pour la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Donc, on vous propose donc de confirmer ce qui avait été entrepris par le passé, de voter ces avenants aux conventions pour les années 2021-2022 avec les actions qui sont prévues dans les tableaux annexés. Monsieur Mercier. Merci. Je voterai cette délibération. C'est une continuité de choses qui existent depuis quelque temps. Je voulais juste souligner que, comme d'habitude, la SAGIM est toujours un petit peu en retrait sur un tableau d'action qui est toujours moins riche que celui de Inolia ou celui de Partelios. Mais bon, et c'est malheureusement une constante de leur part, et ça serait bien qu'on arrive à les faire progresser un peu. Je partage votre analyse, M. Mercier. Effectivement, on a eu des discussions assez fermes avec la SAGIM, notamment sur la question du maître chien qui est prévu dans les prestations, qui correspond à une grande part du coût de l'abattement qu'il leur est fourni. On préférait plutôt qu'ils mettent en place, pour les questions de sécurité, notamment de la vidéosurveillance. On en a discuté avec eux, c'est une question de principe. Ils ne veulent pas de vidéosurveillance dans leurs immeubles, alors même que c'est ce que fait Inolia ou Partelios. On a essayé d'être assez ferme avec eux. Il y a des discussions qui sont en cours encore avec les directeurs de la SAGIM pour essayer justement de faire évoluer leur position. Mais voilà, on a tenté effectivement de les infléchir sur certains points, mais les discussions n'ont pas été faciles avec la SAGIM. Ce qui n'est pas le cas des autres bailleurs où on n'a pas de difficulté. Oui, je crois qu'ils ont été habitués à ce qu'on leur laisse un peu trop la bride lâche sur le coup, et que les discussions, forcément, maintenant, vont se tendre un petit peu et vont encore se tendre cette semaine, puisqu'on a
je vais rencontrer le directeur en distanciel, malheureusement, mais en tout cas lui dire que ce qu'il nous propose ne peut pas être comme ça a été par le passé, ne nous convient pas, absolument pas en tout cas. Madame Walter. Oui, monsieur le maire, je voulais dire qu'effectivement, c'est un très mauvais bailleur social. Je pense que sans plaindre aujourd'hui, ça voulait dire ne pas aller le chercher et pas lui avoir vendu une partie du patrimoine de la ville. Et qu'ensuite, quand il s'étend dans la ville, puisqu'il a acquis récemment le patrimoine qui était celui de la SNCF, route d'Orbec, il y a aussi de gros dégâts auprès de la population qui n'a pas le service qu'elle pourrait attendre, puisqu'ils avaient racheté pour, en contrepartie, assurer la mise aux normes des bâtiments. Il suffit d'y aller pour voir ce que c'est devenu. Je voulais le souligner. Merci. Merci Madame Walter. Un point peut-être, Jean-René. Oui, vous évoquez la route d'Orbec. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore cédé à la SAGIM, mais effectivement, il y a un projet route d'Orbec de cession à la SAGIM. On est vigilant sur l'aménagement qui va être réalisé, notamment pour améliorer la qualité de ce qui avait été proposé initialement. Donc, c'est en discussion avec la SAGIM. Hein. On compte bien les faire réfléchir sur certains points. Oui. Merci Jean-René. On a un des actionnaires de la SAGIM qui est Action Logement. Et si la SAGIM ne nous entend pas, on ira discuter avec Action Logement. Et ils sont souvent beaucoup plus attentifs, ou souvent très attentifs à ce que peut dire Action Logement. Voilà, je vais vous demander de délibérer sur ces avenants aux conventions triennales. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Selle pour la délibération 112. Hervé. L'association d'anciens combattants ACPG CATM Veuves de guerre a été créée à l'issue du conflit 39-45 pour venir en aide aux 1800 prisonniers de guerre libérés après 5 ans de captivité. En 1963, cette association s'est ouverte aux anciens combattants des conflits Algérie, Tunisie, Maroc et opérations extérieures, aujourd'hui appelées OPEX. Elle est structurée au niveau local, départemental et national au sein d'une fédération. Cette association assure en permanence un travail et un désir de mémoire en lien avec les jeunes générations. Par courrier reçu le 29 octobre 2020, les représentants de l'association ont sollicité la municipalité pour obtenir une subvention à la suite de l'achat d'un drapeau dont le coût s'élève à 1 247 €. Merci Hervé. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Je vais vous demander d'attribuer à titre exceptionnel une subvention de 1 247 € à la CPG CATM Veuves de guerre de Lisieux. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 113. Madame Mangeant, pour la création d'un centre communal de santé et la subvention que nous pourrions accorder au profit du CCAS. Bonsoir à tous. Comme l'a expliqué Monsieur le maire en préambule de ce conseil municipal, la ville de Lisieux projette d'ouvrir un centre municipal de santé à Lisieux. Le choix a été fait que ce soit porté par le CCAS de par son expertise médico-sociale. Donc ce projet de délibération est dans l'objectif d'attribuer une subvention d'un montant de 10 000 € au CCAS dans ses démarches et études administratives dans l'objectif d'ouvrir ce centre. Et pour rappel, du coup, ce projet prévoit le recrutement de 4 ETP de médecins, 2 agents administratifs et un demi-ETP d'un assistant socio-éducatif. Merci Madame Mangeant. Cette subvention est un marqueur fort de l'engagement de la ville aux côtés de son CCAS pour la création de ce centre de santé municipal. On sait qu'à l'échelle de l'agglomération, il y a environ 10 000 habitants qui n'ont pas de médecin traitant. C'est à environ 2 000 habitants à Lisieux qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est un geste fort, un signe fort que nous envoyons à nos habitants. Je voudrais renouveler mes remerciements à Cindy Mangeant, qui dès le début du mois de juillet s'est engouffrée dans ce dossier
et l'a porté brillamment, comme je l'ai dit. Remercier Monsieur Lecomte et tous les personnels du CCAS qui ont travaillé d'arrache-pied avec Cindy pour être prêts et sortir un dossier d'une grande qualité. Remercier aussi tous les services de la ville, Monsieur le directeur, notamment les services financiers qui accompagnent le CCAS et qui ont préparé ce budget. Dans un deuxième temps ensuite, je remercierai les services techniques aussi, quand ils auront terminé, puisqu'ils ne sont qu'au début, mon cher Johnny, de leur mission, puisqu'ils ont travaillé sur les plans pour joindre au dossier sur les plans du premier étage de l'EVH et que nous ferons les quelques menus travaux qui nous restent à faire en régie. Donc je voulais vous préciser ces points avant d'ouvrir la discussion si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole? Madame Perrini. Merci, monsieur le maire. Donc, je suis quelqu'un qui prône le dialogue, qui prône la bienveillance, la co-construction et le respect des idées, donc d'où qu'elles viennent. Et je sais reconnaître et admettre lorsqu'un projet est judicieux et pertinent. Et c'est le cas pour le centre de santé qui est porté par le CS et la ville de Lisieux. Donc, toutes mes félicitations. Et effectivement, en tant que vice-présidente à l'agglomération, j'ai proposé d'autres pistes de réflexion pour ne pas implanter un centre de santé porté par l'agglomération sur le site de Lisieux, pour éviter un doublon, pour éviter de véhiculer une image négative de concurrence entre deux collectivités territoriales et le fait aussi de mettre malheureusement en valeur la rivalité de deux hommes politiques. Donc c'est absolument ce que je ne souhaite pas. Donc il est inenvisageable pour moi de faire doublon. Donc je réitère tout mon soutien et bravo pour ce projet qui sera dans l'intérêt général de la population lexovienne et de la population avoisinante. Donc tout mon soutien pour la concrétisation et puis un franc succès pour justement faire bénéficier la population de l'accès aux soins. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Madame Walter? Oui, monsieur le maire, moi je voulais effectivement aussi me féliciter de la création de ce centre de santé qui va permettre de répondre assez vite, quand même dans des délais assez rapides, aux besoins de la population lexovienne. Et en même temps, effectivement, je suis aussi heureuse d'avoir la perspective dont parlait Angélique à l'instant, qui est d'avoir un dispositif qui puisse permettre, grâce aux échanges qui ont lieu avec l'agglomération, d'avoir en même temps une réponse qui soit proposée aux Lexoviens, où effectivement il y a une demande très forte, mais cette demande très forte, elle existe aussi dans le territoire. Et le fait que les projets des uns et des autres aient pu être conciliés vont permettre de répondre plus rapidement et sans doute globalement de meilleure façon à l'ensemble des besoins du territoire. Et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, qu'on soit lexovien ou qu'on soit habitant de la partie rurale de l'agglomération. Merci. Merci, mesdames. Peut-être juste quelques mots. Concurrence entre deux collectivités et deux hommes politiques. Il n'y a pas de concurrence à partir du moment où on s'occupe de nos compétences. Je crois que l'agglomération s'est un petit peu prise les pieds dans le tapis sur ce sujet. Quand je dis l'agglomération, je ne vise pas Madame la vice-présidente. Voilà, ça c'est pour les compétences. Ce qu'il faut bien aussi souligner, et ça a été fait, mais je le fais à nouveau, c'est qu'on va doubler, si l'agglomération ouvre son centre, on va doubler les moyens sur le territoire de l'agglomération. Et ça, c'est le plus important. Et c'est bien pour cela que nous souhaitions aussi porter notre centre de santé. Centre de santé que j'appelle de mes voeux depuis pratiquement 18 mois. Centre de santé qui accueille des médecins salariés qui ne seront pas amenés à recevoir que du public lexovien, puisque le centre de santé accueillera toutes les personnes qui viendront prendre rendez-vous pour voir et consulter un médecin généraliste. Voilà ce que je voulais ajouter. Et ce soir, vous allez donner le signe fort d'un soutien de la ville au CCAS par le versement de cette subvention qui va permettre au CCAS de commencer à porter physiquement ce centre de santé.
Voilà, je vais vous demander de voter. Qui est contre? Ah oui, j'oubliais. Ah mais vous me faites penser à un point important qui est parfois rare, c'est que nous avons évidemment porté ce projet auprès de nos instances paritaires, auprès de nos représentants des salariés, et les représentants de nos salariés, des agents de la ville, fiers de participer à l'élaboration de ce centre de santé, nous ont demandé d'inverser le vote, puisqu'habituellement on propose d'abord pour les contre, les abstentions, et enfin on ne demande pas qui est pour. Nous ont proposé d'inverser le vote, et c'est ce que nous allons faire ce soir, pour les remercier aussi. Et donc je vais inverser le vote, donc ne vous trompez pas. Ce serait au compte rendu. Donc je vais demander qui est pour le versement de cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et je vous en remercie et félicitations encore, Madame Mangeant. Je peux prendre la parole? Oui, allez-y, Madame. Oui, je trouverais que ce serait bien, parce que vous dites que vous avez procédé au vote à l'envers. Moi, j'ai tendance à penser que voter à l'endroit, c'est d'abord dire qu'on est pour, qu'après on s'abstient et qu'après on est contre simplement pour ce qui reste, si on veut l'exprimer. Donc, je me permets de vous dire ça. C'est un sujet de réflexion collective, mais ce n'est pas le moment du débat, mais je le dis puisque c'est vous qui avez surenchéri sur ce point. Merci. Très bien. Enfin, l'essentiel était de voir que nous étions tous pour, dans un grand élan qu'on aurait pu comparer à une ola. Madame Mangeant, avant de changer de délibération. Je souhaitais reprendre la parole pour remercier publiquement Angélique Périni de son engagement au sein de ce dossier. Je sais que sa position n'est pas simple, aussi bien en tant qu'administratrice au CCAS, d'avoir voté ce projet et son positionnement en tant que vice-présidente au niveau de l'agglo. Donc je voulais la remercier encore une fois pour son soutien et je sais qu'on aura à travailler ensemble dans de très très bonnes conditions par la suite pour pouvoir faire évoluer et notre projet et celui de l'agglomération. Donc encore merci. Et je remercie évidemment tous mes services, et Monsieur le maire l'a fait, et j'ai l'occasion de le faire au quotidien auprès d'eux. Merci. Délibération numéro 114, Monsieur Fraquet. Donc, conformément au texte en vigueur, le conseil municipal est appelé à effectuer les modifications nécessaires au tableau des emplois permanents et non permanents compte tenu de l'évolution des besoins des services. Ce soir, nous vous demandons de modifier deux parties. Le service éducation, puisque suite au départ en retraite d'ATSEM qui était à 35 heures par semaine, nous avons évalué le travail nécessaire et en fin de compte, nous vous proposons de passer ces deux postes, à 23/35e. Ça, c'est donc un maintien de poste avec des heures moins importantes. La seconde partie, c'est pour le service à la population. Donc là, c'est une création de poste, la création du poste de responsable de pôle usager, accueil des publics et gestion du courrier. Donc c'est pour améliorer l'accueil du public. Et avec cette création de poste, nous aurons aussi l'ouverture tous les mardis matins des services à la population, alors qu'actuellement, ils sont fermés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Donc, je vais vous demander de m'autoriser à modifier le tableau des emplois permanents à temps complet et à temps non complet. Et vous avez le rappel en annexe. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 115, création d'un nouveau marché communal, marché de Noël de Hauteville. Monsieur Auton. Donc délibération 2020-115, création d'un marché communal, marché de Noël de Hauteville. Les fêtes de Noël à Lisieux donnent lieu à l'organisation chaque année d'un marché de Noël en centre-ville, place François Mitterrand, durant le mois de décembre. Cet événement est un moment fort des festivités et contribue à dynamiser le centre-ville et renforcer l'attractivité des commerces en centre-ville. Le quartier de Hauteville pourrait également bénéficier d'une manifestation de ce type. En ce sens, il est proposé la création d'un marché de Noël à Hauteville durant les fêtes de fin d'année, afin d'animer le quartier de Hauteville et de conforter l'activité économique des commerces.
Cet événement attractif se tiendra en décembre à Hauteville, à proximité des 2 centres commerciaux. Conformément à l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les conditions d'organisation de ce marché seront définies par arrêté municipal. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vais vous demander de nous autoriser à créer ce marché de Noël à Hauteville. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean-René Desmonts pour la délibération 116. Oui, délibération 116 qui concerne l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et l'engagement de la procédure de concertation. Alors, les dispositions du Code de l'urbanisme prévoient que le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le Code les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. À l'intérieur de ce périmètre sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Aujourd'hui, on a un droit de préemption qui existe, qui est un droit de préemption sur les cessions en zone urbaine de terrain. L'idée ici, c'est d'étendre ce droit de préemption, comme c'est permis dorénavant, aux cessions de fonds de commerce. Donc là, on ne parle pas des emprises foncières, on parle uniquement des fonds de commerce. L'idée, c'est que la ville ait un droit de regard et puisse éventuellement, dans certains secteurs où il pourrait y avoir une disparition de certains commerces, notamment certains types de commerces, que la ville puisse décider d'acquérir des commerces pour ensuite les mettre en location-gérance ou les céder à d'autres repreneurs pour maintenir une diversité commerciale. Pour déterminer le périmètre qui nous paraissait prioritaire, on s'est fondé sur 2 éléments. Le premier concerne le centre-ville et on s'est sur ce point basé sur les délimitations qui existent déjà dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui est applicable sur Lisieux, qui identifie donc dans les secteurs UA et UAR des périmètres où il y avait un contrôle des changements de destination, notamment sur les pieds d'immeubles. Lorsqu'il y avait des commerces, on interdisait, ou en tout cas il y avait des restrictions pour certains secteurs, un changement de destination pour les passer en locaux d'habitation. Donc on a pris en compte ces secteurs-là, qui étaient des secteurs où effectivement on a besoin d'un maintien du commerce de proximité, pour les intégrer dans le périmètre qu'on vous propose ce soir de retenir pour la concertation. Et également, donc en plus du secteur, vous avez la cartographie normalement, qui doit être dans le dossier qu'on vous a remis, et également d'intégrer dans ce cadre-là le quartier d'Hauteville, puisqu'on va avoir effectivement l'opération du NPNRU qui va entraîner des bouleversements importants sur Hauteville, et la nécessité aussi de maintenir des commerces le temps de la réalisation de l'opération, pour qu'on maintienne, on a un projet très important de renouvellement urbain, il faut maintenir des commerces de proximité sur Hauteville, donc l'idée aussi que la ville puisse intervenir si besoin, justement pour préserver une diversité commerciale sur Hauteville. Donc on vous propose, donc c'était une phase en 2 temps, c'est-à-dire qu'ici on arrête le périmètre et on engage la procédure de concertation, et ensuite le dispositif sera définitivement arrêté et mis en œuvre. Donc puisqu'on doit consulter après l'engagement de la procédure de concertation, on doit consulter les instances consulaires et la communauté d'agglomération pour recueillir l'avis des instances concernées. Évidemment, on informera aussi les associations de commerçants sur ce dispositif pour les rassurer. Je rassure tout le monde, la ville n'entend pas acheter tous les fonds de commerce, elle entend simplement intervenir dans certains secteurs où il pourrait y avoir un besoin de maintenir une diversité commerciale. Et surtout, c'est aussi un retour d'expérience. On a eu le cas, des exemples, notamment par l'intermédiaire de Mme Magloire, qui est en charge des services, certaines villes qui ont mis en place ce dispositif qui a été très efficace justement pour maintenir une diversité commerciale. Donc l'idée, c'est que la ville de Lisieux, c'est tout outil à disposition qu'on utilisera si besoin sur les secteurs qui ont été délimités. Ces secteurs-là, c'est les premiers qu'on a identifiés comme étant prioritaires. Évidemment, il y aura une possibilité de l'étendre à d'autres quartiers si on se rend compte qu'il y a besoin de maintenir une diversité commerciale dans d'autres quartiers de Lisieux. Voilà les observations que je peux formuler. Merci Jean-René. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de prise de parole? Eh bien, je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Jean-René, pour la délibération 117. Alors, délibération 117 qui concerne l'acquisition d'un bien situé 5 allées Jean de la Fontaine. On l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a évoqué l'avenant à la convention d'Alkia. Alors, ça concerne un bien qui est situé donc 5 allées de Jean de la Fontaine,
d'une superficie d'environ 355 mètres carrés, qui appartient au consort Beauvalet et qui ont fait part de leur souhait donc, de céder donc, cette parcelle au prix donc, de 143 000 €. L'intérêt de cette parcelle pour la ville de Lisieux, c'est dans le cadre du NPNRU, c'est de permettre un meilleur accès, un élargissement notamment de l'entrée vers le pôle de danse, de musique et d'art plastique qui est situé sur Lisieux. Donc la ville avait déjà acquis le 3 Légion de la Fontaine. Là, c'est une acquisition du 5 pour améliorer l'accès. Le service domaine a été consulté et il a fourni une évaluation à 143 500 €. Donc on s'est fondé sur le prix qui était proposé par les consorts Beauvalet à 143 000 €. Donc on vous propose d'acquérir ce bien situé 5 allées de Jean de La Fontaine pour 143 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Acquisition d'une parcelle de 22 mètres carrés, chemin du Gros Hêtre. Jean-René. Délibération 118, pardon. Ouais, délibération 2020-118, acquisition donc d'une partie de la parcelle cadastrée section AV56 d'environ 22 mètres carrés pour permettre la mise en sécurité du sentier piétonnier. Alors ça fait l'objet notamment, donc cette acquisition, c'était dans le cadre de la réalisation de la rocade de contournement de Lisieux dans les années 90. Il y avait une rupture qui était intervenue dans le chemin rural du Bon-Dieu-Noir. Et l'idée, pour assurer donc la continuité du circuit piétonnier qui est très emprunté, la ville avait acquis auprès du département une bande de terrain cadastrée section AV55. C'était dans le cadre des délaissés de voirie qui étaient disponibles. Et afin de pouvoir donc entretenir sa propriété, M. Ruffrin, donc, qui est un riverain, a demandé à la ville si elle pouvait faire délimiter sa propriété, ce qui lui permettrait de poser une clôture. Donc la ville en a profité pour proposer à M. Ruffrin d'acquérir une partie de sa parcelle, donc d'environ 22 mètres carrés, pour pouvoir entretenir le sentier piéton avec une épareuse. Et en contrepartie donc, de cette cession à l'euro symbolique, la ville s'engage à réaliser les travaux de clôture. Pour un montant, on a un devis de 6 237,60 €. Donc l'acquisition à titre gratuit. En contrepartie, la ville réalise la clôture. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vais vous demander de nous autoriser à acquérir cette parcelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération 119 qui concerne le rachat de la parcelle Le1. Alors effectivement, délibération 2020-119, donc rachat à l'établissement public foncier de Normandie, EPFN, donc des parcelles situées 22 rue du Docteur de Graine. C'est ce qui correspond aux anciens locaux Le1. C'est la parcelle qui fait la jonction entre la rue du Docteur de Graine et le quai des Remparts, qui avait été acquise par l'EPFN pour procéder aux travaux de démolition, dépollution. Donc là, c'est une acquisition, rétrocession à la ville du bien. Le prix donc, de cession proposé par l'EPFN est de 27 645,36 €. 1 € donc d'acquisition, donc c'est vendu à l'euro symbolique, la ville restant à sa charge les frais de notaire et les frais de TVA. L'idée, c'est de permettre l'acquisition de cette parcelle sur laquelle la ville a un projet d'aménagement, notamment piétonnier et cyclable, sur ce terrain qui permettra donc justement de permettre un raccordement entre le quai des Remparts et la rue du Docteur de Graine, et ensuite éventuellement le projet de passerelle qui avait été évoqué lors de la campagne municipale. Voilà le projet d'acquisition. Vous avez eu le détail du financement. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Mercier. C'est juste pour refaire ici un commentaire que j'ai fait en commission, c'est de penser que ce terrain a une espèce d'antenne qui longe la tour Lambert, un des rares vestiges d'architecture militaire de Lisieux. Alors, la tour Lambert est un bâtiment privé, mais il peut y avoir là des idées d'aménagement intéressantes. Les élus ont visité la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, cette tour qui date de 1512. Et évidemment, nous surveillons de près ce qui peut s'y passer. Dans le cadre de cet aménagement que nous pensons intéressant pour les Lexoviens, qui pourrait relier Mosaïque directement en liaison douce à la rue Henri Chéron, en passant au travers du porche, juste avant la rue Henri Chéron. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vais vous demander de nous autoriser à racheter cette parcelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Vous avez été destinataire du compte-rendu des décisions du maire depuis le 28 septembre. Elles ont été, pour une bonne information du public, distribuées au public aussi qui nous a rejoints. Pour conclure, et sous réserve de la situation sanitaire, je vous rappelle que le marché de Noël pourrait se tenir du 11 au 14 décembre, place François Mitterrand, et du 19 au 20 décembre au centre commercial numéro 1 de Hauteville. Voilà, on a autour de ces marchés des manifestations nombreuses qu'on espère pouvoir mettre en œuvre, mettre en place. Et en tout cas, on vous tiendra au courant, évidemment, du programme dès que nous pourrons le mettre en place. Il se mettra en place en partenariat avec la sous-préfecture. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, le prochain conseil municipal se tiendra le 14 décembre, ici même. Je voudrais, avant de conclure et de vous libérer, vous dire que le sous-préfet m'a envoyé tout à l'heure un SMS à 19h46, c'est tout chaud, et il me dit que le DDT, le directeur départemental des territoires, lui confirme qu'il n'y a pas de souci avec notre convention en rue. Elle sera validée dans la soirée au plus tard. Vous allez la recevoir dans la foulée, bien à vous. Voilà, c'est l'information en direct sur ces différents points de l'ANRU qui ont occupé une bonne partie de notre conseil municipal. Monsieur Mercier. Juste pour revenir sur les comptes rendus des décisions du maire, sur la décision 274, c'est sans doute une coquille, mais je ne sais pas ce que c'est que l'hôtel de la Halle. Moi, on n'a pas la même, ça a dû être corrigé, parce que 274, travaux de nettoyage, Halle Saint-Jacques. Le nettoyage est la partie supérieure de l'hôtel de la Halle. Ouais, mais c'était une coquille dans celui que vous avez reçu, parce que moi, elle a dû être remise à jour, puisque moi, je la tiens à votre disposition. Moi, j'ai contrat netto décor, travaux de nettoyage, Halle Saint-Jacques. On vous enverra la liste mise à jour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci de vos travaux et à très bientôt.